Alors aujourd'hui, pour moi, c'est un défi. C'est un défi de dire, nous pouvons améliorer notre dialogue thérapeutique grâce aussi à ce qui s'est passé dans l'histoire en 1500, parce que moi je vais vous raconter des histoires qui sont passées en 1500, 1600, 1300 même, et que sont le produit d'une culture, d'une façon de faire, d'une façon de réagir, une façon de construire, tricoter le dialogue. Si j'ai choisi, après je vous dis ce que c'est que Marloquette, mais là j'aimerais montrer deux choses. Ça c'est ce qu'on appelle la Torah, ça c'est la Bible, c'est les rouleaux, et vous voyez que le texte est là, et puis c'est un texte qui ne change pas. C'est un texte écrit, et puis si par hasard c'est sur une peau d'agneau non né, et si par hasard le scribe fait une faute d'orthographe ou bien dessine mal une lettre, on arrête, on l'enroule, on l'enterre comme si c'était une personne morte, et on écrit de nouveau. Il faut pas il faut que ce soit la perfection. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a un autre texte ici en bas, que c'est le Talmud, et que la caractéristique du Talmud, c'est quoi? C'est le commentaire, ici au centre, c'est le commentaire de ça, d'accord? Mais ici autour, avec des dessins, là il y a un hippocampe, vous voyez, ce sont les commentaires de commentaires de commentaires. C'est-à-dire que les commentaires vont s'écrire tout autour, comme ça, en spirale, et c'est à ça qu'ils servent le marche d'un livre, à écrire des commentaires, des commentaires, des commentaires, des commentaires. Et ça ne s'arrête pas. Or, les commentaires, on dit ce qu'on veut dans le commentaire. Ça, on ne le touche pas. Il ne faut même pas qu'il y ait une virgule de plus ou de moins. Tandis qu'ici, les commentaires peuvent dire n'importe quoi. Si je vous montre un tout petit peu la forme de cette écriture du Talmud, c'est parce que ce que nous allons voir aujourd'hui, ça a à faire avec la forme et avec le fond. C'est quoi le dialogue? Parce qu'au fond, ce qui nous intéresse aujourd'hui et dans tout le cycle, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est la rencontre de l'autre dans l'espace intersubjectif entre soi et l'autre. Donc, si on fait un dessin, il y a le sujet 1 avec son monde 1, son Weltanschauung. Il y a les sujets 2 avec le monde 2, c'est-à-dire ses croyances, ses valeurs, ses goûts, etc., qui vont se rencontrer dans cet espace intersubjectif entre deux sujets, un espace que j'appelle interdit en faisant un clin d'œil à Lacan en disant entre le dire de celui-ci et le dire de celui-ci, c'est l'espace interdit. L'espace trans, que c'est l'espace transactionnel et transitionnel en faisant un clin d'œil à Winnicott. C'est-à-dire que le sujet 1 va rencontrer le sujet 2 dans cet espace inter qui va être le monde 3. C'est-à-dire que il va y avoir une création du monde, pas dans l'intersection des deux, mais dans l'espace entre les deux. Et j'aimerais beaucoup que vous reteniez ce nom « espace », parce que ça va être presque un mot-clé aujourd'hui dans toute la soirée. Tout ce qui va se passer dans l'espace, dans les inter. OK? Et puis, c'est écrit, par exemple, dans le Talmud, qu'il a grandi entre ses maîtres. C'est-à-dire, il n'a pas été nourri par les maîtres, il a grandi entre ses maîtres. Et donc, l'espace entre est vachement important. Maintenant, si je transpose ça avec l'aide de Ludwig Wittgenstein au jeu des langages, parce que le dialogue se passe aussi dans les langages, je vois le sujet 1 avec son jeu de langage 1,
rencontrer les sujets 2 avec les jeux de langage 2, c'est-à-dire le jeu de langage, c'est la façon qu'on parle, ce n'est pas uniquement l'orthographe ou la linguistique, etc. C'est l'utilisation du langage. 2 médecins parlent un jeu de langage semblable, donc ils doivent parler beaucoup moins entre eux pour parler. 2 appareilleurs vont avoir des jeux de langage semblables pour parler question de métier. Dans une famille, on a un jeu de langage, et quand notre conjoint vient dans notre famille, est un peu largué. Quand moi je vais dans la famille du conjoint, de ma conjointe, je suis un peu largué parce qu'ils ont des jeux de langage différents. C'est-à-dire que le sujet 1 avec son jeu de langage, le sujet 2 avec son jeu de langage, vont se rencontrer dans cet espace inter pour construire un jeu de langage tiers. C'est-à-dire que dans l'espace inter, ça va être l'endroit où on va tisser l'amitié, tisser l'amour, tisser le dialogue thérapeutique, hein, et nous allons parler de l'espace inter. Maintenant, vous connaissez le mot dialectique. Dialectique qui vient du grec, qui veut dire converser, trier, distinguer. C'est une méthode de discussion, de raisonnement, de questionnement et d'interprétation. Je n'entre pas dans les détails, je mentionne le mot dialectique parce que lorsqu'on parle de dialogue, c'est-à-dire dialogue de logos qui se rencontrent, hein, on est là en train de converser. Et maintenant, la dialectique, c'est ce dialogue entre 2 interlocuteurs qui ont des idées différentes et cherchent à se convaincre mutuellement. Et là, on arrête avec la dialectique parce que la marloquette, c'est autre chose. La dialectique, ce sont 2 interlocuteurs, hein, 2 personnes ayant le logos, qui ont des idées différentes, mais ils cherchent à se convaincre mutuellement. Mon idée a une prévalence sur la tienne, l'autre dit non, mon idée a une prévalence sur la tienne. Or, vous savez que le plan d'une dialectique, c'est thèse, antithèse, synthèse, je passe vite. Je pose, j'oppose et je compose, et on dépasse l'opposition. Ça, c'est la dialectique. Le plan dialectique, c'est je pose ma thèse, j'oppose une antithèse, je compose, c'est-à-dire on fait la synthèse et on dépasse l'opposition. Et c'est fini. Ça va? Or, la marloquette va faire je pose, j'oppose et stop. Dans la marloquette talmudique, les 2 thèses sont là pour créer une tension infinie. Thèse, antithèse, et on s'arrête là. La vérité n'est pas en cause. On ne lutte pas. Mon idée est vraie, la tienne n'est pas vraie. Parce que c'est écrit dans le Talmud que ta parole et ma parole sont paroles de Dieu. Donc les 2 paroles sont vraies. Et c'est la fameuse histoire juive qui dit, hein, il y a 2 personnes qui sont en train de se disputer, hein, il y a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, et puis il dit, tu as raison, et l'autre, tu as raison, et puis il y a une 3e personne qui lui dit, mais écoute, ils disent exactement le contraire, et tu dis qu'il a raison, et il a raison. Et il se tourne et il dit, tu as aussi raison. C'est-à-dire qu'il y a, hein, dans cette notion de tension, hein, pas une recherche d'une vérité, mais ce qu'on cherche, c'est la tension. Maintenant, prenons le mot marloquette. En hébreu, c'est une langue où les voyelles ne s'écrivent pas. On écrit uniquement des consonnes. Et quand on connaît les mots, on met les voyelles. Si je prends le mot marloquette, nous avons 3
3 voyelles et 1, 2, 3, 4, 5 consonnes. Et là, je vais faire un exercice du Talmud où il dit chaque mot est un monde. Dans chaque mot, il y a tous les mots et il y a d'autres mots. Voilà ce que le Talmud dit. Et si je prends ma en hébreu veut dire quoi? H-L-K, hlek, veut dire espace, veut dire entre. Et puis, si je prends la première lettre et la dernière lettre, ça donne M-T, qui veut dire mettre, qui veut dire mort. C'est-à-dire que le dialogue du quoi, sans l'espace, c'est la mort. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant parce que l'espace intersubjectif entre le thérapeute et son patient, cet espace qui est nourri par le dialogue entre le patient et le thérapeute, se trouve ici. Sans l'espace, c'est la mort. Donc, Marloquette, on peut le décomposer en tout ça, et puis nous pouvons voir que l'échange dans la Marloquette ne sert pas, ne vise pas un savoir préalable. Il ne vise pas à augmenter les connaissances. Moi, je ne veux pas apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre dans la Marloquette. Dans la Marloquette, chaque personnage du dialogue demande à être ébranlé, inquiété, mis en échec, débordé. Je répète, ébranlé, inquiété, mis en échec, débordé. C'est-à-dire que la Marloquette, ce dialogue-là, vise à provoquer un séisme, à provoquer une révolution dans l'esprit de l'autre, mais révolution qui va, en quelque sorte, maintenir une certaine tension. C'est une dialectique ouverte et transcendante. L'échange d'idées, ce n'est pas des questions et des réponses. C'est des questions et d'autres questions qui sont remises en question par la première question qu'on remet. Tout à l'heure, je vais vous passer un film de 2 personnes en train de... C'est-à-dire que dans la Marloquette, on n'attend pas une réponse. Si, par exemple, dans une Marloquette, il y a un qui dit « Est-ce que Dieu existe ?» On répond, on n'attend pas oui ou non. On attend, par exemple, la réponse, ça peut être « Est-ce que tu penses que Dieu existe ?» Toi. Non, mais c'est moi qui te pose la question. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question que tu poses. Et on commence, autour de ces questionnements questionnants, des questions et des questions, à aller plus loin. Si tu te poses la question, c'est que tu doutes. Pourquoi tu crois que je doute? Est-ce que je dis que je doute? Non, je dis que tu doutes parce que quand je vois que les oiseaux passent par le ciel et font avec les ailes comme ça, pour moi c'est un signe que tu doutes. Et qu'est-ce que les oiseaux ont à faire là-dedans? Ah, qu'est-ce que tu penses que les oiseaux ont à faire là-dedans? Voilà un dialogue typique talmudique. C'est-à-dire que la Marloquette va faire éclater la structure de la pensée synthétique et réductrice. C'est-à-dire la Marloquette, c'est l'antilogique. La déduction logique, A conduit à B, B conduit à C, C conduit à D, D conduit à E, va être éclatée par cette Marloquette. C'est-à-dire qu'il va ébranler la quiétude d'une vérité, une vérité qui va s'endormir et s'oublie parce qu'elle n'est pas repensée. C'est-à-dire que la force de la Marloquette, c'est de mettre en question la pensée pour continuer à penser. Et un des problèmes que nous avons,
c'est qu'on ne pense plus. Comme disait notre chère Hannah Arendt, on calcule, tout au plus, mais on ne pense plus. Donc l'idée, ça serait de quelle façon, en changeant la forme de l'échange, du dialogue, on pourrait faire vivre la pensée pour continuer à penser. C'est-à-dire que dans la Mahloket, il y a les dialogismes fondamentaux, c'est-à-dire les dialogues, il y a l'espace entre deux et le pluralisme interprétatif. Toutes les interprétations sont valables. Chaque point de vue existe en lui-même par la confrontation avec les autres points de vue. C'est-à-dire, il y a des réalités, il y a tout un travail de tolérance, tout un travail d'acceptation de l'autre en tant qu'autre. Comme maintenant on utilise et on dit couramment, c'est ta vérité, moi j'ai ma vérité, va te faire foutre. Non! Puisque ta vérité est différente de ma vérité, rencontrons-nous. Ayons du plaisir à nous exposer. Oui, mais vous savez, et ça c'est quelque chose de très helvétique, pourquoi nous allons discuter si nous ne sommes pas d'accord? Ça c'est très helvétique. Et ça c'est un thème cloquette. Puisque nous ne sommes pas d'accord, discutons. Et la discussion n'est pas quelque chose de négatif, quelque chose de détruire. Je ne discute pas pour te détruire. Au contraire. Plus tu es en désaccord avec moi, plus tu m'obliges, moi, à me construire, à mettre mes pensées, mes principes, etc., en procès. C'est-à-dire, cette Mahloket crée un espace transitionnel, espace qui sépare et qui relie. Très souvent, nous consultons des familles, nous consultons des couples en conflit. Et il dit, nous ne voulons pas être en conflit. Et une réponse, ça pourrait être, Dieu vous garde de ne pas être en conflit. Heureusement que vous êtes en conflit. Le conflit n'est pas la guerre. La guerre, c'est l'absence de conflit. C'est quand les dialogues s'étaient que les canons se réveillent. En Ukraine, il n'y a pas de dialogue. En Syrie, il n'y a pas de dialogue. Il y a des canons. Donc, si nous voulons, on peut appeler la Mahloket ou l'éloge du conflit. C'est-à-dire, il se met en place une intercritique qui implique que l'autre, que chacun ait considéré l'autre du dialogue dans un niveau égal de rationalité. Moi et mon patient, nous sommes sur un degré égal de rationalité. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études ou bien que lui, il est ingénieur, qu'on a des rationalités différentes. Quand on a travaillé avec Gérard dans la maltraitance et on a dû traiter des gens qui avaient commis des actes monstrueux, les autres avaient un degré égal, c'était des hommes comme nous. Et je disais souvent, c'est des gens qui ont commis des actes monstrueux, mais ce n'est pas des monstres, c'est des êtres humains. C'est-à-dire que cet autre du dialogue va être à un degré égal de rationalité que moi. Bien sûr que cet relativisme peut être perçu comme dangereux. Bien sûr que pour certaines personnes, c'est mettre en question des dogmes, des vérités anciennes, etc. Mais les deux thèses sont là pour créer une tension, un intervalle dans lequel se met en mouvement une hyperdialectique. Voilà. Ils viennent avec un autre mot
compliqué, c'est quoi l'hyperdialectique? L'hyperdialectique dit que toute thèse est une idéalisation. Et la signification n'est qu'une tendance. C'est Merleau-Ponty qui disait ça dans Les visibles et l'invisible. C'est-à-dire que ma thèse est une idéalisation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe ici, et la signification est un à peu près. C'est pour ça qu'on prend cette notion d'hyperdialectique. Il n'y a pas d'interprétation vraie, seulement des interprétations justes qui ne sont que des possibilités du monde. C'est-à-dire, c'est une alternative. Une thérapie, c'est un endroit où le dialogue conduit notre patient à trouver des alternatives dans sa vie. Un dialogue thérapeutique consiste à trouver des issues, à changer les cul-de-sac en carrefour. Et ça consiste à passer des impasses à des voies qui sont plus agréables à suivre. Et maintenant, j'aimerais vous passer un dialogue talmudique. Hein? Je vous dis juste, ça va très vite. S'il vous plaît, prêtez attention. Le problème central, c'est deux hommes descendent par une cheminée. Lequel des deux va se doucher? Ça, c'est le problème gravissime du Talmud. Deux hommes descendent d'une cheminée. Il y a un qui est tout propre, l'autre qui est tout noir. Lequel va se doucher? Ça va? Alors, je vous lance la vidéo. Ouf, excusez-moi. Ça va? Voilà la question. Deux ramoneurs sortent d'une cheminée, l'un sort tout noir et l'autre tout blanc. La question donc est lequel des deux va se laver quoi? Forcément celui qui est tout noir, ça tombe sous le sens. Non, je suis désolé, tu n'es pas fait pour comprendre ce que le Talmud contient. Ah, je ne suis pas fait pour comprendre. Et pourquoi donc? Mais tu ne réfléchis pas, celui qui est sorti tout noir voit que l'autre est sorti tout blanc, alors forcément il croit qu'il est blanc. Ah, tu veux me dire que celui qui est sorti tout blanc voit que l'autre est tout noir, alors il se croit aussi noir que lui, et donc celui qui est blanc va se laver, pas celui qui est noir? Non, décidément, tu ne réfléchis pas. Celui qui est blanc, qui se croit noir, envoie un noir qui se croit blanc, alors que le noir envoie un blanc qui se croit noir. Oui, d'accord, dans ce cas, alors qu'aucun des deux n'aille se laver. Et pourquoi pas que tous les deux aillent se laver? Oui, je pose la même question, tu poses la même question, tu poses la même question, mais enfin, depuis quand tu veux que d'une même cheminée puisse sortir un ramoneur tout blanc et un second tout noir? Oui, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Non. Je reprends. Celui qui est blanc envoie un noir qui voit un blanc qui se croit noir. Et celui qui est noir envoie un blanc qui voit un noir qui se croit blanc. Comment? C'est simple, c'est pas si simple, mais non, c'est simple. Celui qui est blanc voit bien que sa main est blanche, et celui qui est noir voit bien que sa main est noire. Tu veux me dire quoi? Que celui qui voit que sa main est propre ne va pas se laver? Oui. Et que celui qui voit que sa main est sale va se laver? Trop facile. Non, tu sais, tu peux être propre et avoir encore envie de te laver, tu peux être sale et ne pas avoir envie du tout de te laver. Regarde-toi, par exemple. Il a peut-être une autre cheminée à ramoner, surtout si ce n'est pas la fin de sa journée. Alors, pourquoi il irait se laver tout de suite? Cela n'empêche, on peut avoir envie de se laver, même si on ne voit pas que l'on est sale. En fait, on se sent sale. On peut se sentir sale, se sentir toujours sale. Non, mais là, tu me parles d'un névrosé, d'un ramoneur névrosé qui se sentirait toujours sale, obsédé par la propreté. Enfin, cela selon le Talmud de Babylone, puisque celui de Jérusalem ne s'embarrasse pas d'autant de détours. Tu le sais bien, ça. Alors peut-être que celui qui est blanc vient de Jérusalem, tout simplement, et celui qui est noir vient de Babylone, non? Qu'est-ce que tu penses? Mais attends, depuis quand un sort noir et un autre blanc? C'est un piège, sûrement un piège. Ils doivent sortir tous les deux noirs, hein, quoi? Ah non, il suffit que le premier qui sort par la cheminée récolte toute la suie. Tu veux dire que le passage est propre pour le second, comme ça le premier sort tout noir et le second tout blanc?
Trop facile. Et tu crois... Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a la discussion pour la discussion elle-même, et le dialogue va se tisser. On sort de la logique du vrai et du faux pour entrer dans la logique du sens. Est-ce que ça a un sens d'être un cramoneur qui sort tout blanc d'une cheminée qui est sale, etc., etc., etc. Donc, dans cette logique, la signification donnée par l'interprétation ne se sépare pas de l'accès qui mène. C'est-à-dire que là, ils sont en train de parler des ramoneurs, mais ils vont continuer en parlant des oiseaux, et on va terminer en parlant des dieux, en passant par les grenouilles, etc., etc. C'est-à-dire que tous ces cheminements, que c'est l'accès, la forme du dialogue, hein, la signification ne se sépare pas de l'accès qui mène. Et ça me fait penser que Lévinas, dans son livre L'humanisme de l'autre homme, disait « l'accès fait partie de la signification elle-même ». Et là, si vous voulez, c'est le processus qui nous amène là où nous voulons aller est aussi important que le fait d'arriver. Et la plus belle partie du chemin, c'est le chemin plus que l'arrivée. Préparer des vacances, c'est beaucoup plus jouissif des fois que les vacances elles-mêmes. C'est-à-dire que la pensée du penseur va commencer avec l'étonnement. Quoi? 2 ramoneurs qui descendent, il y a un blanc et un noir. Mais il ne s'agit donc pas d'être étonné, mais de s'étonner. Moi, avec mon discours, avec ma thèse, je vais étonner l'autre. Et l'autre, par sa réponse, hein, par son retour, va m'étonner. Donc nous allons nous étonner. C'est-à-dire que le but de la marloquette, c'est de s'entre-étonner. Et d'étonnement en étonnement, quoi? Qu'est-ce que tu n'as rien compris? Pourquoi tu me dis ça? Oui, mais j'ai compris, c'est toi qui n'as pas compris. Oui, mais qu'est-ce que tu aurais compris? Mais dis-moi d'abord, qu'est-ce que toi tu aurais compris? Et puis, il y a des étonnements qui se suivent les uns les autres. L'étonnement hassidique, ce sont ceux qui étudient le Talmud, n'est pas une réaction par rapport au monde, c'est un acte délibéré, volontaire, totalement actif et créatif à la fois. C'est-à-dire que l'étonnement n'est pas quelque chose qui est une réaction comme une peine qui nous tombe dessus. C'est un acte délibéré, volontaire, totalement actif et créatif. C'est-à-dire que je décide, par ma volonté, d'entrer dans un processus d'entre-étonnement. Quand après une thérapie de couple, hein, au moment où je suis en train de dire au revoir au couple, je demande à monsieur, que c'est un couple qui ne se parlait pas, qui était en train de fonctionner avec 3 volts d'amour, d'enthousiasme. En partant, j'ai dit à monsieur, monsieur, quelle est la couleur de la voiture de votre belle-mère? Au revoir monsieur, au revoir madame, et ils partent. Et la séance d'après, ils disent, vous savez, la séance était très intéressante, mais il y avait quelque chose d'extrêmement compliqué. J'ai dit quoi? Ah, ça nous a pris la tête pendant 3 semaines. Quoi? On s'est assis tous les soirs avec ma femme et on disait pourquoi le docteur Frank a demandé quelle est la couleur de la voiture de la belle-mère. Il dit, ah bon? Oui, et puis elle avait des idées et moi j'avais des idées, mais c'était intéressant, mais on n'est pas arrivé à une conclusion. Pourquoi il avait demandé ça? Pour moi, ça c'est l'application de la marloquette au dialogue thérapeutique. Mon but c'était qu'il cause. Mon but c'était qu'ils puissent se parler, s'entretenir. Il a écouté les hypothèses d'elle. Elle a écouté les hypothèses de lui.
Ils sont venus dire, mais non, dites-nous, pourquoi vous nous avez dit ça? J'ai dit, je ne sais pas. J'avais envie de vous dire ça, c'est tout. Non, mais vous avez une idée derrière la tête. Peut-être, mais maintenant ça n'a pas d'importance. Comment c'était votre dialogue le soir quand vous discutez? Pourquoi j'avais posé cette question? C'est-à-dire que le fait de créer un étonnement, il n'y avait rien de non éthique. J'ai juste posé la question de la couleur de la voiture de la belle-mère. Et si vous me demandez aujourd'hui comment est-ce que j'avais pensé ça, je dis qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit surpris de ce que je dis. Donc c'est un acte délibéré, volontaire, totalement actif. Et ils sont partis avec ça, et puis ils ont causé. Et ils ont vu qu'ils pouvaient avoir du plaisir en causant. C'est-à-dire que l'origine de cet étonnement, on ne doit pas le chercher ailleurs, mais on doit le chercher en nous-mêmes. Moi, je me dis, les ridicules ne tuent pas. Donc, je ne risque pas d'être tué. Parce qu'on appelle ridicule quand on étonne, quand on dit des choses de ce genre-là. Donc, mais ça se trouve en nous-mêmes. Nous ne devons pas dire, allez chercher ça ailleurs. Non. L'étonnement et les questionnements nous obligent à interroger le monde. Et là, nous abordons la problématique du questionnement. Et la question, c'est de questionner la question. Mettre la question en question, c'est ce que moi j'appelle les désordres questionnants. Avec les questions, je peux désordonner, créer une sorte de chaos transitoire pour arriver à un autre ordre, passer de l'ordre 1 à l'ordre 2 grâce aux questions. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais atteindre ces désordres questionnants dans les dialogues thérapeutiques? À travers les questions et à travers du hidouche. Je ne veux pas vous faire une leçon talmudique aujourd'hui, mais ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui peut donner une sorte d'outil pour comprendre cette notion de marloquet. Vous savez qu'il y a deux types de questions. Il y a les questions qu'on appelle apocritiques et d'autres questions qui s'appellent problématologiques. C'est Michel Meyer qui est linguiste qui a dit qu'il y a ces deux types de questions. Les questions apocritiques sont les questions qui s'éteignent avec la réponse. Comment tu t'appelles? Naoum. Fini. La question est morte. Où est-ce que tu habites? J'habite à Lausanne. Oui, la question est terminée. C'est-à-dire, il y a une réponse et la question est terminée. Et ça fait ce que Maurice Blanchot disait dans l'entretien infini, la réponse est le malheur de la question, parce que lorsqu'on répond, la question est morte. On tue la question avec la réponse. Par contre, la question problématologique, l'interrogation ne mène pas au savoir, mais elle maintient la problématicité de ce qui est mis en question. Michel Meyer de la problématologie. C'est-à-dire, elle maintient la problématicité, elle maintient la tension entre les questions qui sont mises en question. C'est-à-dire que l'énergie du questionnement, la parole questionnant, la question, Blanchot dit aussi, c'est le mouvement. La question parole inachevée replace dans le vide l'affirmation pleine. Replace dans le vide. Et de nouveau, nous trouvons l'espace. De nouveau, nous trouvons que s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de parole. On a besoin de silence pour écouter une mélodie. Il y a notre silence, notre silence. Mon silence, c'est ta parole, c'est le dialogue. C'est-à-dire cette alternance d'espace et des paroles, c'est ce qui va faire le dialogue. Donc, l'espace vide est nécessaire à la création. La question ne doit pas attendre la réponse. La réponse supprime l'ouverture.
La réponse, la question demande une ouverture. Maintenant, je passe au Hiddush. Les Hiddush, on appelle Hiddush, c'est un mot hébreu qui veut dire interprétation innovante. C'est-à-dire, il y a un des commandements du Talmud qui dit que on doit à chaque moment de notre vie commencer à nouveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Et aujourd'hui, tu es né. Tu te couches, tu dors, demain, tu es né à nouveau. Tu es nouveau. Le nouveau, le renouveau, cette pratique-là de Hitradeshut, qui veut dire Chodesh, ça veut dire nouveau, hein, cette interprétation innovante, c'est une sorte de sémantique générative où je dois inventer, créer le monde chaque fois. Il y avait un rabbin du XVIIIe siècle, du temps de Napoléon, les maîtres trop savants sont dans l'incapacité d'innover, leur savoir gigantesque les trouble et les enferme. Trop savoir remplit la coupe et éventuellement, quand on veut boire de cette coupe qui est trop pleine, on ne peut pas boire. Donc, ce même Rabbi Nachman disait que pour innover, il faut restreindre son savoir, faire le vide, éviter les synthèses préalables. C'est-à-dire, de nouveau, nous trouvons ici le vide, de nouveau, nous trouvons l'espace. C'est-à-dire, on trouve le silence. On trouve le silence pour remplir ce vide avec ce qu'on va co-construire à deux. L'homme n'a pas seulement le droit d'innover, il a le devoir d'innover. Et là, j'aimerais juste faire un périple, je suis en train de terminer, je vais faire un périple pour arriver de nouveau à cet espace vide. Pour accéder à lui-même, il doit se retirer de soi, se dégager de la subjectivité impersonnelle produite par les institutions pour faire advenir son propre monde. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai copié ça directement, textuellement, parce qu'au fond, lorsqu'on est en train d'agir et on veut penser notre agir, c'est-à-dire me retirer de moi pour entrer en moi, pour observer, c'est-à-dire prendre la position méta. Or, ce monsieur qui a vécu en 1534 à 1572, monsieur Luria, qui était un rabbin, qui est né à Jérusalem et qui est mort à sa fête, il a inventé un mot qui c'est Tzimtzum, qui veut dire contracté. Et lui, il a un récit, une mythologie de la création du monde, qui est le suivant. Je serai très rapide parce que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Tzimtzum, c'est Dieu était, c'est la mythologie lourianique. Hein. Dieu était, et il a dû se retirer, créer un espace vide pour créer le monde. Parce que si Dieu avait été resté là, il ne pouvait pas créer un monde. C'est-à-dire que la création du monde, il a 4 pas. D'abord, il faut se retirer. Ensuite, créer un espace vide. Ensuite, il y a ce qu'il appelait Shevira Kelim, c'est-à-dire la brisure des vases. C'est quoi ça? Il y avait dans l'espace infini 2 énormes vases, et c'est décrit dans les Talmuds d'une façon extrêmement vivante. Hein? 2 énormes vases qui ont explosé. Et il y avait plein de feux et d'étoiles qui sont sortis se disséminer dans le monde. Cap Canaveral, peut-être. Et c'est tout à fait cette explosion qu'on voit quand une navette part. Et ensuite, il y a eu la reconstitution. Mais pourquoi je vous montre ça?
Parce qu'il y a cet espace vide et ces retraits de Dieu. Je ne veux pas dire, comme un ami m'a dit l'autre jour, oui, alors le médecin, c'est Dieu. Si vous voulez penser que le médecin, c'est Dieu, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. C'est-à-dire que le retrait dans ma parole pour donner la parole à mon patient peut s'inspirer de quelque chose de plus grand quand il s'est retiré pour faire l'espace vide. Or, il se retire dès lui-même, en lui-même, pour laisser la place à l'autre. Il se retire dès lui-même, en lui-même, pour laisser la place à l'autre. Alors, juste, je termine tout de suite. C'est-à-dire que ces retraits, c'est un acte de volonté, un acte de générosité, une capacité matricielle. C'est ce qui est écrit 1500 et quelques. Hein? Matricielle, c'est dit en hébreu rachmanut. Capacité matricielle. Le mot rechem, c'est la matrice, c'est l'utérus. Mais c'est le même mot qu'on utilise pour piété et compassion. Waouh! Utérus, pitié, compassion. C'est-à-dire que si moi je veux créer un être, quand une femme veut créer un être, elle offre son utérus et l'enfant est entouré par l'utérus. L'utérus est entouré par une femme. C'est-à-dire que la capacité matricielle, entourer quelqu'un, avoir pitié et compassion de quelqu'un, c'est une capacité matricielle. Et de surcroît, dans le mot rechem, R-H-M, c'est R-H-M, c'est machar, c'est demain. C'est-à-dire qu'en jouant de nouveau avec les mots, nous voyons que entre cette capacité matricielle pour créer le monde, on passe par la pitié et compassion, et puis il y a un futur. Je récapitule. Les piliers du dialogue thérapeutique seraient les questionnements, plutôt les désordres questionnants, l'innovation créatrice, le retrait, la compassion, pour s'ouvrir vers un lendemain. Merci. Là, j'ai juste, je vous projette ça, je ne veux pas le lire, mais vous pouvez le lire. C'est un autre rabbin du XVIIIe siècle qui a écrit un petit texte qui est très marloquette dans sa forme.